Bonsoir et merci à vous de nous rejoindre dans la grande édition hebdomadaire de l'actualité sur A12. Et c'est donc parti pour le tour d'horizon de nos principales informations développées du 16 au 20 janvier 2023. Ce lundi 16 janvier, nous vous proposions cet extrait d'une interview accordée par le vice-président du plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, à une radio internationale. 2 ans avant la tenue effective de cette élection, Jean-Louis Billon, vice-président du PDCI RDA, souhaite le retrait des 3 dinosaures de la politique ivoirienne. Africa News nous en dit plus. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, ces 3 hommes ont au moins 2 points communs. Ils ont été ou sont présidents de la Côte d'Ivoire et sont âgés de plus de 70 ans chacun, avec respectivement 88, 77 et 81 printemps pour l'actuel chef de l'État. Ces dinosaures de la politique ivoirienne sont dans la ligne de mire de cet homme, Jean-Louis Billon, âgé lui de 58 ans. Dans une interview accordée à une radio internationale, l'actuel vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a demandé le retour de la limite d'âge à 75 ans pour les candidats à la présidentielle. Cette dernière est prévue en 2025. Pour l'instant, ni Laurent Gbagbo, ni Alassane Ouattara, ni Henri Konan Bédié n'ont évoqué leur éventuelle candidature. Jean-Louis Billon, lui, sera candidat et il pourrait s'opposer au président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudé, qui le 11 janvier dernier disait simplement qu'il aimerait participer au scrutin et, je cite, gouverner le pays un jour. Charles Blé Goudé qui pour le coup est plus jeune que Jean-Louis Billon, puisqu'âgé de 51 ans. Pour conclure avec le récap de l'actualité de ce lundi, on reparle de l'étape égyptienne du tout nouveau chef de la diplomatie chinoise, Qin Gang. Il était ce dimanche au Caire en Égypte, peu après un passage au Bénin, pour discuter de la relance de la coopération économique avec l'Égypte, et notamment sur le plan touristique. Je vous laisse suivre les précisions dans cet élément. Après le Bénin, le chef de la diplomatie chinoise était au Caire ce dimanche pour des entretiens avec des responsables égyptiens et de la Ligue arabe. Dernière étape d'un voyage en Afrique qui visait à consolider les relations entre Pékin et le continent. Au menu des discussions notamment les relations sino-égyptiennes et l'augmentation du nombre de touristes chinois en Égypte, pays qui lutte depuis des années pour relancer le secteur touristique vital pour son économie. Qin Gang et son homologue égyptien, Sameh Choukri, ont également abordé des questions régionales, notamment le conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, lors de sa rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin continuerait à développer ses investissements dans les projets d'infrastructures égyptiens, notamment ceux liés à l'initiative chinoise Ceinture et Route. La Chine a déjà investi des milliards de dollars dans des projets menés par l'État égyptien et plus largement est devenu le premier bailleur de fonds de l'Afrique. Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, ces 2 eurodéputés, sont sur la sellette. Le Parlement européen a entamé ce lundi la procédure de levée de leur immunité parlementaire. Ceci pour faciliter l'ouverture par la justice belge d'une enquête sur leur implication présumée dans le scandale de corruption qui ébranle l'institution. Le Parlement européen lance la procédure pour lever l'immunité de 2 élus. Les 2 hommes sont suspectés d'être impliqués dans le scandale de corruption qui secoue l'institution européenne. À la demande des enquêteurs belges, la présidente de l'hémicycle a annoncé lundi à Strasbourg le début du processus à l'encontre de Marc Tarabella et d'Andrea Cozzolino. Ce dernier était jusqu'à vendredi le président de la délégation en charge des relations avec le Maghreb, qui comprend le Maroc. Or, le pays est soupçonné d'avoir offert de l'argent liquide à certains élus pour influencer les décisions européennes. L'eurodéputé italien est aussi membre de la commission en charge de l'enquête sur le logiciel espion Pegasus, ce qui inquiète certains élus. L'image de ce qui s'est passé et le fait que certains députés fassent partie de cette commission d'enquête sur le logiciel espion Pegasus ou d'autres logiciels. Et puis il y a la question liée au Maroc, parce que le Maroc est soupçonné d'avoir utilisé le logiciel Pegasus contre l'Union européenne, contre le président Emmanuel Macron et aussi contre le Premier ministre espagnol. Et donc, sachant que certains membres sont soupçonnés d'avoir défendu ses intérêts particuliers et aussi les intérêts marocains, il y a là la question. L'autre élu, le socialiste Marc Tarabella, occupait le poste de vice-président de la délégation en charge des relations avec la péninsule arabique qui comprend le Qatar. À l'instar d'Andrea Cozzolino, l'élu belge rejette les accusations.
L'enquête révèle qu'il aurait omis de déclarer un voyage en 2020 au Qatar, un déplacement payé par le pays, en violation des règles du Parlement européen. La commission Affaires juridiques doit maintenant laisser la parole aux 2 eurodéputés s'ils veulent faire entendre leur défense avant que le vote soit soumis le mois prochain à l'ensemble du Parlement, dont l'issue semble certaine. Si la procédure est validée, la justice belge pourra alors interroger les 2 suspects et engager, si nécessaire, des poursuites. Autre élément captivant de l'actualité de ce mardi, ces prouesses 100% écologiques réalisées par une entreprise au Kenya. Et pour lutter contre la déforestation, des opérateurs économiques mettent sur le marché des crayons fabriqués à partir de vieux journaux. Le résultat est saisissant. Regardez. Que ce soit pour faire des dessins ou des exercices, le crayon à papier est l'une des fournitures les plus utilisées dans le monde. Sa fabrication nécessite du bois, ce qui contribue à la déforestation, mais cette entreprise, située près de Nairobi et dirigée par 2 frères, a trouvé une alternative plus écologique, recycler du papier journal. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences du changement climatique et la meilleure solution consiste à réduire le nombre d'arbres abattus, quelle qu'en soit la raison. 82 000 arbres sont abattus chaque année pour fabriquer des crayons. Nous offrons une alternative. Nous utilisons le papier journal et le transformons en un produit viable, à savoir un crayon, ce qui permet aux gens de remplacer les crayons en bois par d'autres produits. Le processus de fabrication des crayons commence par la collecte des journaux qui sont ensuite découpés en morceaux sur lesquels est collé du graphite. Les morceaux de journaux sont ensuite placés dans un rouleau compresseur pour en faire des crayons. Ils vont ensuite sécher au soleil pendant 3 jours. Au cours des 5 prochaines années, nous voulons offrir une option permettant de pénétrer le marché. Nous voulons que chaque enfant kényan qui va à l'école puisse utiliser nos crayons et en même temps qu'il puisse planter un arbre grâce à notre crayon. De cette façon, nous réduirons le nombre d'arbres coupés. Cela permettra également de réduire le nombre de crayons en bois sur le marché. L'entreprise implique donc activement les écoles dans des activités visant à préserver l'environnement. Selon des données publiées par l'ONU, plus de 13 millions d'hectares de forêts sont perdus chaque année à cause de la déforestation, dont 36% pour la fabrication de papier et 42% pour la fabrication de produits à base de bois, ce qui représente environ 18 à 20 milliards de crayons. On en vient aux principales informations du mercredi 18 janvier. Le premier gros titre, c'est évidemment la mort dans un crash hélicoptère du ministre ukrainien de l'Intérieur, Denis Monatovsky. Ce proche de Volodymyr Zelensky a perdu la vie avec 17 autres personnes dans cet accident survenu à Brovary, près de Kiev. Les enquêtes sont toujours en cours pour déterminer l'origine du drame. Reste plus rien de l'appareil. À son bord se trouvait le ministre ukrainien de l'Intérieur, décédé dans l'accident. Le crash a eu lieu ce mercredi matin aux abords d'une école maternelle alors que des enfants et des employés se trouvaient sur place. Au moins 16 personnes sont mortes, 2 enfants font partie des victimes. Le drame a fait 22 blessés au total, dont 10 enfants à Brovary, une ville de 100 000 habitants, tout proche de Kiev. Denis Monastyrsky, 42 ans, ministre de l'Intérieur depuis 1 an et demi, est le plus haut responsable ukrainien à être décédé depuis le début de la guerre avec la Russie. Son premier adjoint ainsi qu'un autre haut responsable du ministère ont également été tués dans le crash. La présidence ukrainienne affirme que le ministre de l'Intérieur se rendait sur le front lorsque son hélicoptère s'est écrasé. Il est pour l'heure encore impossible de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'une attaque. Et en Allemagne, le successeur de Christine Lambrecht à la tête du ministère de la Défense est connu depuis mardi. Il s'agit de Boris Pistorius, jusque-là ministre de l'Intérieur de la région de Basse-Saxe. Je vous laisse le découvrir un peu plus dans cet élément. L'Allemagne a un nouveau ministre de la Défense. Le social-démocrate Boris Pistorius, 62 ans, a été choisi par le chancelier Olaf Scholz, lequel a salué un homme politique hautement expérimenté. Jusqu'ici ministre de l'Intérieur de la région de Basse-Saxe, Boris Pistorius prend ses fonctions dans un contexte hautement délicat, alors que plusieurs pays occidentaux pressent Berlin de livrer des chars d'assaut Léopard au régime de Kiev et que l'armée allemande a besoin d'être modernisée. Le nouveau ministre accueillera plusieurs de ses homologues occidentaux lors d'une réunion vendredi en Allemagne. Boris Pistorius remplace Christine Lambrecht qui a démissionné lundi après une série de bourdes. Au sein de la coalition, le choix d'un homme pour lui succéder fait grincer des dents, certains reprochant au chancelier d'avoir brisé l'équilibre paritaire. Les 3 précédents ministres allemands de la Défense depuis 2013 étaient des femmes,
parmi lesquels Ursula von der Leyen. On termine l'étape de ce mercredi 18 janvier avec cette actualité judiciaire au Bélarus. Elle était en 2020 l'égérie de la contestation post-électorale contre la réélection d'Alexandre Loukachenko. 2 ans après, l'opposante Svetlana Tikhanovskaya est jugée par contumace à Minsk. Son procès ainsi que celui de nombreux autres acteurs du mouvement de contestation s'est ouvert ce mardi. Regardez. Le procès par contumace de l'opposante bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya, s'est ouvert ce mardi à Minsk. Elle est visée par une dizaine d'accusations, notamment celle de haute trahison. Son procès, l'opposante le qualifie de farce et de vengeance personnelle d'Alexandre Loukachenko contre celle qui a fait trembler son pouvoir en 2020. J'appellerais cela un soi-disant procès, car cela n'a rien à voir avec la justice dans notre pays. Donc tous ces procès sont une vengeance contre ceux qui s'opposent au régime de Loukachenko ou qui s'opposent à la guerre. Donc je ne m'attends à rien, je serai condamné à beaucoup d'années de prison, à autant d'années qu'on aura ordonné au juge de me condamner. C'est en 2020, après la réélection controversée de l'autoritaire Alexandre Loukachenko, que Svetlana Tikhanovskaya est devenue le visage des forces démocratiques au Bélarus et la bête noire d'un régime dont elle dénonce inlassablement les exactions brutales. À Minsk, 4 alliés en exil de l'opposante sont également jugés, tout comme le journaliste bélarusse figure de la minorité polonaise Andrzej Podjobet, dont le procès à huis clos s'est ouvert ce lundi. Les procès de plusieurs collaboratrices du principal média indépendant du Bélarus sont aussi en cours. Enfin, autre procès, celui de 3 figures de proue de Viasna, la principale organisation de défense des droits de l'homme au Bélarus. Actualité du jeudi 19 janvier, comme les jours précédents, l'actualité n'a pas manqué de saveur. Et on commence avec ce geste d'amitié historique posé par la Libye en faveur de la Tunisie pour aider le voisin tunisien lourdement frappé par une pénurie en produits alimentaires. La Libye a fait acheminer un convoi de 96 camions remplis d'aliments à destination de la Tunisie. On regarde. Alors que la Tunisie est en proie à des pénuries répétées de produits de base, la Libye a fait don de denrées alimentaires à son voisin. Un convoi de 96 camions transportant du sucre, de l'huile, de la farine et du riz a passé le pont de Ras Jedir mardi. Un don qui intervient moins de 2 mois après la visite à Tunis du Premier ministre intérimaire libyen Abdelhamid Dbeibah, basé à Tripoli, visant à réchauffer les liens avec le gouvernement du président tunisien Kais Saied. La région frontalière entre la Tunisie et la Libye est la plaque tournante d'un commerce florissant. La Tunisie est en proie à une récession qui s'est aggravée depuis sa révolution de 2011, elle-même déclenchée par des difficultés économiques. À cela s'est ajoutée une crise politique déclenchée par le coup de force du président tunisien Kais Saied en juillet 2021. Et direction à présent la République démocratique du Congo et plus précisément la ville de Goma dans le Nord Kivu. La situation y était explosive ce mercredi lors d'une manifestation de colère contre la présence des contingents de la force régionale africaine. Pour les manifestants, l'étape de la présence de cette force armée sur la lutte contre le M23 peine à se faire ressentir. La police a réagi par la manière forte, résultat des blessés dont un correspondant de l'AFP. Reportage. Une nouvelle manifestation contre la présence de la force est-africaine dans l'est de la RDC s'est tenue dans les rues de Goma ce mercredi. D'après une équipe de l'AFP sur place, la police a rudement dispersé les participants ainsi que les journalistes. Des grenades lacrymogènes auraient été tirées par des membres des forces de l'ordre et l'une d'entre elles aurait touché un correspondant à la tête. Plusieurs interpellations ont aussi eu lieu. Les forces kenyanes de l'EAC ne voulaient pas que ces gens restent dans notre pays comme le tourisme. Ils sont venus nous aider, mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux, parce que nous ne voulons pas rester avec des touristes dans notre pays. Des milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été déployés dans le Nord Kivu et 750 militaires sud-soudanais sont attendus. Ces unités régionales sont acheminées afin d'aider casques bleus et soldats congolais dans leur lutte contre le M23, mais les locaux les jugent inefficaces. Nous avons manifesté aujourd'hui pour pousser la force de l'EAC à pouvoir lancer les offensives comme le dit l'accord de Luanda. Malheureusement, le non-professionnalisme de notre police, surtout du général de la police, ils sont venus, ils nous ont violemment agressés.
Les rebelles du M23 ont repris les armes en 2021 et depuis de violents combats ont lieu contre l'armée nationale. Le chaos règne dans cette province où le groupe grignote du territoire et diverses milices communautaires sèment la terreur. Dans l'actualité de la guerre en Ukraine, nous vous évoquions ce jeudi cette révélation du New York Times sous le soutien militaire américain à l'Ukraine. Selon le confrère, des stocks d'armes sont discrètement convoyés sur le front en Ukraine pour ravitailler les forces de Kiev en guerre contre l'agression russe. Il s'agit en effet d'un stock de 300 obus d'artillerie envoyés en Israël en 1973 lors de la guerre de Kippour et qui depuis n'a pas servi. La rédaction d'I24 nous en dit plus. Sur le champ de bataille, bientôt de nouvelles munitions. Près de 300 000 obus d'artillerie, un renfort côté ukrainien envoyé par les États-Unis. Selon des révélations du New York Times, ces armes proviennent d'un stock d'armes situé en Israël, un stock qui remonte à 1973. Durant la guerre de Kippour, le Pentagone avait fourni ces armes aux forces israéliennes. Des installations de stockage ont été mises en place dans l'État hébreu en cas de crise potentielle. Une aide militaire approuvée par l'ancien gouvernement dans le but de temporiser les États-Unis ainsi que l'Ukraine. Une livraison de 15 000 munitions devrait bientôt arriver via la Pologne. Une seconde suivra le même itinéraire. Une aide pour Kiev qui s'ajoutera à celle d'Amsterdam. Aujourd'hui, nous avons reçu des nouvelles très importantes du Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Cette nouvelle est en fait une continuation de nos récentes négociations avec lui. Une autre batterie Patriot sera fournie à l'Ukraine. Merci Mark. C'est-à-dire que nous avons déjà 3 batteries garanties. Mais ce n'est qu'un début. Nous travaillons sur de nouvelles solutions pour renforcer notre défense aérienne. Sur le terrain, les pertes sont de plus en plus nombreuses, notamment à Dnipro. 45 morts, dont 6 enfants, sont à déplorer suite au bombardement russe qui a détruit un immeuble d'habitation ce samedi. On termine cette édition avec les actualités de ce vendredi 20 janvier et on prend la direction de la Côte d'Ivoire où le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle recevait jeudi les vœux de son personnel pour l'an 2023. La cérémonie a eu lieu à l'Institut national de santé publique en présence des représentants résidents de l'OMS et de l'UNFPA, de toutes les directions centrales, régionales et départementales de la santé. Visiblement ému par cette marque d'attention, le ministre Pierre Demba, dans son intervention, a promis une fois encore de faire de la santé et du bien-être des Ivoiriens sa priorité en 2023. Poignée de main, échange de vœux, photos. Pendant des heures, le ministre Pierre Demba s'en est prêté à cœur joie. Venus de toute la Côte d'Ivoire et de tous les services rattachés au ministère de la Santé, directeurs régionaux et départementaux, directeurs d'hôpitaux, médecins et tradipraticiens tous ont souhaité des vœux de paix, longévité et santé ce 19 janvier 2023 à l'homme qu'ils qualifient de bâtisseur. Nous sommes contents, nous sommes venus nous réjouir avec le ministre, nous sommes venus lui présenter nos vœux, nos sincères vœux. Il faut dire que nous sommes éblouis par ses actions. Nous sommes même à la limite séduits par son leadership à la tête de ce ministère pour tout le travail qu'il abat pour le développement du système de santé. Nous observons que depuis que M. Pierre Ngo-Demba est ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, il prend à corps les préoccupations de la médecine traditionnelle. Il nous a même reçu déjà par 3 fois et il est en train de poser des actes dans le sens de valoriser la médecine traditionnelle. C'est ainsi que nous sommes venus en grand nombre aujourd'hui pour présenter nos vœux les meilleurs à M. le ministre. Pour sa part, Pierre Demba a réaffirmé sa fraternité et son dévouement à la grande famille de la santé. Il leur a par ailleurs instruit d'œuvrer avec rigueur pour une meilleure qualité de soins en Côte d'Ivoire. En tant que ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, je vous souhaite à l'ensemble des acteurs du système de santé de notre pays une très bonne santé inoxydable pour de nombreuses années, afin que vous puissiez transmettre vous aussi des soins et une santé et le bien-être à l'ensemble des Ivoiriens.
À la tête de ce département ministériel depuis près de 2 ans, cette cérémonie de présentation de vœux a aussi été l'occasion pour Pierre Demba de distinguer quelques-uns de ses collaborateurs. Les mains chargées de présents et la tête de beaux souvenirs, c'est un homme heureux et déterminé que le ministre Pierre Demba a clôturé cette cérémonie de présentation de vœux aux allures de fête. Et toujours dans le cadre de cette cérémonie de présentation de vœux, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, dans sa prise de parole, s'est dit heureux et a promis une fois encore de faire de la santé et du bien-être des populations sa priorité. On l'écoute. En effet, au cours de l'année 2022, plus de 3165 nouveaux agents de santé, dont 273 médecins, 60 pharmaciens, 12 chirurgiens dentistes, 1722 infirmiers et 1083 sages-femmes, soit 13% du personnel soignant, ont été recrutés en 2022. Mesdames et messieurs, ensemble nous accomplissons en 2022 des grands progrès et nous devons en être fiers. Mais comme vous le savez, le chantier de la santé est un chantier vaste. Les défis qui nous attendent sont encore nombreux parce que fournir des services de santé de qualité à l'ensemble de la population de notre système est un engagement complexe. Il s'agit pour nous toujours d'innover, apprendre de nos expériences et nous adapter afin de répondre aux défis multiformes de la santé de nos populations. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent. Grâce à leur collaboration et au partenariat efficace, nous avons réalisé de grandes choses. Enfin, au Sénégal, on évoquait les suites de l'affaire Ousmane Sonko. Le leader du principal parti d'opposition, le PASTEF, devrait bientôt être situé sur son sort dans le cadre de son procès pour violence sexuelle. Ce jeudi à Dakar, il dénonçait un complot visant à l'écarter de la course à la présidentielle de 2024. Lors d'une conférence de presse à Dakar, l'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko a réagi à la plainte pour viol et menaces de mort déposée contre lui. Selon le candidat à la présidence, cette affaire est instrumentalisée par le président Macky Sall. Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier. Le dirigeant du Parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité est accusé par l'ex-employé d'un salon de massage d'avoir exigé des faveurs sexuelles sous la menace d'armes. L'affaire remonte à 2021, mais le doyen des juges d'instruction du Sénégal a récemment confronté les deux parties en présence de leurs avocats. Ce jeudi, Ousmane Sonko s'en est aussi pris à ce juge et a réaffirmé qu'il s'agissait d'un gros mensonge et d'un complot. L'affaire a été renvoyée devant un tribunal pénal, mais la date du procès n'est pas encore connue. Arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019, Ousmane Sonko est le principal chef de l'opposition. En 2021, son arrestation à l'ouverture de ce dossier avait conduit à des émeutes meurtrières. C'est donc la fin de cette grande édition. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et surtout restez fidèles à 12 Télévision.